faire la quotidienne sur Énergie 12 et nous allons à présent revenir sur l'affaire Jamel Lelmi. Cet homme qui a monté des scénarios machiavéliques pour se débarrasser de plusieurs de ses compagnes uniquement par appât du gain. À chaque fois, la même méthode. Il choisit des femmes fragiles, leur fait signer des assurances vie et essaie ensuite de les tuer. Julie a été l'une de ses victimes. Elle a 27 ans quand elle rencontre ce dangereux manipulateur qui lui promet l'amour. Très vite, il la demande en mariage, une union qui doit s'effectuer en Algérie. Pour s'y rendre, ils doivent se retrouver dans un premier temps au Maroc. Et c'est là que le cauchemar de Julie va commencer. Le 20 décembre 2009, Julie décolle donc pour Marrakech, au Maroc. Mais une fois arrivée sur place, aucune trace de son fiancé. Julie va à l'hôtel, elle passe toute la journée seule, elle est un peu inquiète, elle ne sait pas ce qui se passe, elle attend des nouvelles de Jamel, donc elle passe cette journée dans l'anxiété en se demandant qu'est-ce qui se passe. Aux alentours de 22 h, Jamel la rejoint finalement à son hôtel. Il lui explique alors qu'ils doivent partir immédiatement pour rallier la frontière algérienne. Et là, il lui dit, on va partir dans 2 voitures différentes. Tu vas prendre une voiture de location et tu vas me suivre parce que c'est mieux comme ça pour passer la frontière, etc. Donc elle monte dans le véhicule dans lequel on lui dit de monter et elle suit Jamel. Mais Jamel roule à vive allure et Julie le perd de vue. Elle se retrouve alors seule sur une route non éclairée quand tout à coup, une voiture surgit de nulle part et la percute par derrière à plusieurs reprises. Ce que je suis sûre au fond de moi, c'était pas des chocs avec l'intention de casser la voiture. Pour moi, c'était des chocs d'intimidation. C'était surtout pour me faire peur. Donc ça, je sais que c'était plus pour me faire peur qu'autre chose. Et bon, ça a marché puisque moi j'ai eu peur, j'ai accéléré. J'ai voulu justement rattraper Jamel que je ne voyais plus devant moi. Et derrière, j'ai les chocs. Et après, je perds le contrôle de la voiture. La voiture de Julie sort de la route et va s'encastrer dans un arbre. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. Là, elle est presque inconsciente, elle se rend compte que la voiture s'est arrêtée, que 2 hommes en sortent, viennent à sa rencontre et l'agressent. Vraiment, il la frappe la tête contre le volant, il lui frappe la nuque très forte, il lui enfonce une bouteille d'alcool dans la bouche et la force à boire, et il la laisse pour morte. Le lendemain matin, la police marocaine retrouve Julie inconsciente dans sa voiture. La jeune femme de 27 ans est emmenée en urgence à l'hôpital. La colonne vertébrale est touchée et son pronostic vital est engagé. Heureusement, le chirurgien parvient à ressouder les vertèbres avec une plaque en titane. La mère de famille est une miraculée. Quand je me réveille à l'hôpital au Maroc, donc Jamel est là, pleure sur mes jambes, il les enlace, il pleure, etc. Et puis ensuite, il disparaît dans la nature. Et c'est les parents de Julie qui vont arriver, qui vont être prévenus, qui vont arriver, qui vont prendre en charge leur fille. Julie a frôlé la mort. Mais alors, qui a voulu la tenter à ses jours? Pourquoi Jamel n'est-il pas resté plus longtemps à son chevet? Et que va-t-il se passer en France au retour de la jeune femme? Le 29 décembre 2009, 9 jours après son agression au Maroc, Julie est rapatriée en France et placée sous observation à l'hôpital d'Arpajon. Les semaines passent et la mère de famille s'étonne que malgré quelques contacts téléphoniques, Jamel ne vienne plus la voir. Pour elle, c'est incompréhensible. Elle partait au Maroc pour se marier, elle a un grave accident, et du jour au lendemain, cette personne, l'amour de sa vie, pour elle, est distante, limite agressive. Vraiment, elle ne comprend pas. Elle réfléchit, elle commence à se poser des questions. Pourquoi le Maroc? Pourquoi cet accident? Pourquoi ces contrats d'assurance juste avant de partir? Et y a-t-il vraiment besoin de signer des contrats pour avoir un visa? Et elle s'ouvre, elle en parle à ses parents, elle commence à se poser de vraies questions. Julie confie à sa famille que Jamel l'a forcé à souscrire des contrats d'assurance décès mirobolants. En effet, si Julie meurt, Jamel toucherait 3,5 millions d'euros et 7 millions d'euros en cas de décès accidentel.
Retour en direct sur le plateau de Crime et Faits divers, la quotidienne. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On vient de voir votre histoire qui est totalement hallucinante. C'est quasiment un scénario de film. Cet homme qui vous fait croire qu'il veut se marier avec vous, qui vous fait signer ses contrats d'assurance, puis qui tente de vous tuer pour toucher l'argent. Cet homme, vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré sur l'aire de jeu qui venait d'ouvrir près d'où j'habite. Et du coup, un jour, il faisait pas très beau. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tester ce nouveau parc. Donc avec un ami d'enfance, il est venu avec moi. Et du coup, on a été dans ce parc-là. Et c'était plutôt un beau gosse, Jamel, hein, qui faisait du culturisme. Ben non, le problème c'est que moi, c'était pas du tout mon type d'homme. Mais qu'au fur et à mesure, il était tellement gentil avec mes enfants que du coup, en fait, j'ai succombé à son charme très très rapidement. Son charme, c'était quoi? C'était sa façon d'être? Sa gentillesse. Il était d'une gentillesse extrême. Il allait vers mes enfants, puisque moi, j'ai ma deuxième petite qui a été atteinte d'une très grande malformation cardiaque, qui a failli mourir. Donc là, elle avait une opération il n'y a pas très longtemps, donc du coup, on était allé là-bas pour aussi un petit peu évacuer tout le stress de l'hôpital. Et du coup, il s'est approché tout de suite de la petite, et la petite ne s'est pas du tout méfiée, elle allait dans ses bras, le prenait dans ses bras. Donc moi, c'était très attendrissant. Donc du coup, quand j'ai vu comment il était avec mes enfants, je me suis dit, il est trop top. Et en plus, il n'avait pas d'enfants, donc ça me faisait encore plus fondre. Vous avez mis longtemps pour craquer pour lui? 1 mois. Au bout d'1 mois, on a échangé notre premier baiser. Et du coup, voilà, ça a été vraiment très très rapide, quoi. C'était tellement de gentillesse, des cadeaux. Quand la petite, il venait à la maison, elle l'appelait papa, pour dire. Donc vraiment, il savait y faire avec les enfants. Et vous vous êtes dit, c'est les bons amours? Ah oui, dès le début. Dès le début, il me disait que j'étais la femme de sa vie, que de toute façon, il ne voyait pas sa vie autrement qu'avec moi. Je me disais, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'une autre? J'ai 2 enfants, j'ai un passé quand même assez difficile, j'ai élevé mes enfants toute seule. Les maladies cardiaques de ma petite, j'étais pas dans une situation super top, quoi. C'était le prince charmant, en fait. Trop. Il était trop charmant pour être vrai. Et vous aviez un doute à un moment ou pas du tout? Aucun. J'ai jamais eu aucun doute. C'était, comme je disais souvent, un ange caché sous une cape de diable. Mais comment est-ce qu'il arrive à vous faire souscrire des contrats d'assurance vie? Alors, les contrats d'assurance décès, il m'a pas dit, voilà, attention, tu vas signer pour ta vie. Je lui avais expliqué que j'étais allée en Égypte avec le père de mes enfants et que là-bas, j'avais attrapé la tourista, que j'étais malade, j'avais été hospitalisée. Il m'a dit, écoute, nous, on va partir, mais comme t'es une Pierre Richard, qui t'arrive toujours quelque chose, partout où tu vas, il faut que tu souscrives des contrats qui s'appellent des AID. Donc au début, je lui dis, qu'est-ce que c'est que c'est des AID? Donc il m'a dit, c'est des assurances décès. Donc là, je le regarde, des assurances quoi? Donc du coup, suite à ça, il m'a brièvement expliqué ce que c'était. Il vous dit que c'est pourquoi? Que c'est pour vos enfants, pour protéger vos enfants? Non, il m'a dit tout simplement que c'était une assurance au cas où j'ai la tourista, où je me tords la cheville, que je puisse être rapatriée, parce que l'Algérie n'est pas un pays touristique, que l'Algérie faut un visa pour y aller, et que sans cette assurance-là, j'aurais pas le visa, et que donc après tout s'enchaîne. D'accord, donc il vous dit que c'est en gros obligatoire si vous voulez... C'est une assurance bidon. Il m'a dit en fait c'est une assurance que tu souscris juste pour notre voyage, et quand on revient, on l'annule. On l'annule le jour où on revient. Donc moi je me suis dit, ok, je signe où quoi? Je me suis jamais méfiée, j'ai jamais lu ce que j'ai signé, et encore moins les caractères, parce que beaucoup m'ont dit, faut être complètement débile pour signer sans avoir lu. Bon, non, parce que vous êtes amoureuse, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous dit que c'est rien finalement, et qu'au retour vous allez annuler tout ça. Complètement. Alors vous le nommez bénéficiaire? Oui, en fait c'était obligatoire, parce que ça aussi je l'ai entendu en long, large, en travers, en me disant ouais, mais si c'était vrai, elle aurait mis ses enfants en premier. Sauf qu'on ne peut pas mettre bénéficiaire des mineurs. Et comme mes enfants étaient mineurs, non reconnus, donc elles portaient mon nom toutes les deux, et elles portent toujours mon nom, il fallait qu'il y ait un majeur, donc lui, et enfant né ou à naître. Donc bien sûr que mes enfants étaient sur les contrats, mais lui étant majeur, il devait être souscripteur en premier. Donc vous signez ces contrats, et puis vous partez en Algérie pour le mariage? Au Maroc. Au Maroc, voilà. Enfin, ça passe par le Maroc. Voilà, c'est ça. Pour le mariage. Et au Maroc, tout bascule. On l'a raconté dans le reportage juste avant. Vous avez cette voiture, on tente de vous tuer. Voilà. À un moment donné, vous le soupçonnez? En fait, ce qui est, on va dire, très bizarre, et dans le déni, et on dit que le cerveau, malheureusement, il est très bien fait, c'est que juste après l'agression, quand je me réveille au Maroc, il pleure sur mes jambes, mais vraiment comme un pauvre homme qui est en train de perdre sa femme. Il pleurait. En me disant, t'as failli mourir, en me racontant une histoire qui est... Enfin, je la croyais pas, son histoire. Qui n'était pas la réalité? Ah non, du tout. Il m'a dit, on a fait du ski, t'es tombé, tu t'es pris un arbre. Je lui ai dit, qu'est-ce que je serais venu faire au Maroc? Faire du ski, je déteste le ski. Mais alors que c'était dans une poursuite en voiture? Oui. Mais et, moi, il vous dit que vous avez fait du ski? En fait, à mon réveil, moi, j'étais amnésique. Dû au choc de la violence de l'agression, je savais pas qui j'étais, je savais pas comment je m'appelais, je savais rien du tout, hormis le numéro de portable de ma mère. Donc avant que la mémoire me revienne, c'est revenu petit à petit et voilà, par fragments sur certains points, lui disait non, mais tu te rappelles pas? Donc en fait, il creusait vraiment pour savoir quels étaient mes vrais souvenirs.
Donc je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'essayais de m'asseoir, mais seule ma tête, enfin, on fait le geste, on va dire psychologiquement, mais physiquement, mon corps ne bougeait pas. Donc je me disais, pourquoi je peux pas m'asseoir? Et je pleurais encore plus parce que je me disais, c'est pas possible, je vais me réveiller, je suis en train de dormir. Et il me disait, mais tu te rappelles pas, t'as pris un arbre et tout ça. Je lui dis, mais j'aime pas le ski, déjà, j'aime pas le froid. Et pourquoi je serais venue à Marrakech faire du ski? On a des très belles stations en France, qu'est-ce que je serais venue faire? Il m'a dit, mais si. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a une station de ski à Marrakech, mais qui n'est pas du tout où est-ce qu'on m'a retrouvée. Et du coup, il a joué sur ce plan-là, en me disant, voilà, tu t'es passé ça, etc., etc. Lui, bien évidemment, est reparti en France quand les médecins lui ont dit, il lui reste 10 heures à vivre. Donc lui, il s'est empressé de repartir en France pour faire toutes les formalités, puisque bah, là, son plan tombait à l'eau. Les 8 millions qu'il aurait dû toucher avec mon décès, bah, il ne touchera rien puisque je suis en vie. Donc il est vite revenu en France, il a vendu la maison qui était censée lui rapporter de l'argent parce que bah, là, il n'y avait plus de sous avec ma survie. Et donc il a fait plein de plans après, du coup, derrière, puisque bah, là, il se retrouvait sur la paille. Et vous avez découvert, en plus, au fur et à mesure, que finalement, ce n'était pas la première fois. C'est ça. Je l'ai appris bah, quasiment quand j'ai déposé plainte, puisqu'il m'en avait très très brièvement parlé en me disant, voilà, tu sais, j'ai perdu ma femme, promets-moi que tu feras jamais de vélo. Je dis, bon, bah, de ce côté-là, j'ai pas trop de soucis à me faire, je peux pas en faire. Donc, du coup, il m'explique brièvement qu'il a perdu sa femme enceinte en faisant du vélo, qu'elle s'est fait percuter la nuit. Une histoire qui était vraiment énorme. Donc, quand lui pleurait, moi, je pleurais plus que lui, hein, parce que je me disais, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a pu vivre? Donc, j'étais vraiment très très mal quand il m'a raconté son histoire. Donc, on pouvait que être compatissant avec son histoire, que pleurer, dire, oh la pauvre, en plus, elle était enceinte, ce qui s'avérait être complètement faux. Donc, il savait comment me toucher, il savait quel passé j'avais, que j'élevais seule mes enfants, que ma fille était gravement malade. Mon autre fille, pareil, je les élevais toutes seules, toutes les deux. Donc du coup, il savait très bien quel fils elle tirait et faire de moi son pantin. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous vous dites que vous avez été naïve ou qu'il est très très fort quand même? Déjà, bien sûr que je pense avoir été naïve, puisque je pense que quand on a n'importe quelle souffrance, on devient bien plus fragile que quelqu'un qui n'en a pas. Après, malheureusement, je me dis, non seulement c'est un pervers narcissique, assassin et tout ce qu'on veut, mais je me dis, ce qui a été le plus douloureux, c'est quand les gens se permettent de me dire oui, mais t'as pas vu le truc, mais si j'avais vu quoi que ce soit, je serais pas là aujourd'hui. Si jamais, et puis il n'y a pas que moi qui l'a manipulé, il a manipulé des avocats, des magistrats, il a quand même séduit de la gendarme qui s'est occupée de l'affaire, qui a classé le dossier de sa femme, qui est décédée. Donc je veux dire, dans ce cas-là, on est un très gros lot de connes alors, hein, parce qu'il y en a un paquet. Hein. Donc malheureusement, oui, c'est ce que je me dis, il a quand même aussi séduit son avocat qui est un homme. Donc je me dis bien sûr qu'il est très fort, il est très puissant, et je me dis malheureusement le diable a tous les visages, et lui il en fait partie. Histoire incroyable que vous racontez dans un livre, hein, Julie, qui s'appelle « Pour lui, ma vie valait 8 millions ». Et puis c'est un livre où vous racontez les détails de cette affaire et comment tout à coup, alors on le voit à l'image, comment tout à coup vous avez découvert tout ça. Merci d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette quotidienne de Crime et Faits divers.